Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous. Alors, Marc-Antoine Lemay, on est présentement avec un invité très spécial, encore une fois, cette semaine. Mais juste avant d'introduire notre invité, je voudrais prendre un moment pour remercier notre commanditaire de la semaine, de l'épisode plutôt, Alexis Brunel-Duceppe. Donc, on remercie Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois. On vous invite à suivre évidemment ses activités parlementaires sur ses réseaux sociaux. Il est très présent sur Facebook, Twitter, Instagram. Et on tient spécifiquement à le féliciter pour son travail entourant la question des droits des Ouïghours en Chine. Il y a vraiment eu un travail à portée internationale, donc on le salue pour ce bon travail-là. Donc voilà, on remercie Sophia, députée indépendantiste du Lac-Saint-Jean. Dernière petite chose avant de commencer, si vous aimez notre travail, si vous aimez nos entrevues, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, parlez-en à vos amis. C'est vraiment grâce à ça qu'on peut rejoindre un plus grand public. Alors, cette semaine, on est avec M. Gilles Duceppe, le père d'Alexis. Ah, m'avait surpris. C'était une petite surprise qu'on avait prévue. Donc, vous êtes ancien chef du Bloc québécois. Vous l'avez été de 1997 à 2011 et de juin 2015 à octobre 2015. Vous êtes né à Montréal le 22 juillet 1947. Vous avez grandi dans Hochelaga-Maisonneuve. Vous avez été vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec. Par la suite, vous êtes devenu négociateur pour la CSN. Puis, finalement, vous êtes devenu le premier député élu sous la bannière du Bloc québécois, et ce, dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Merci d'être avec nous. De plaisir. Donc, nous allons parler avec vous d'indépendance, des moments marquants du Bloc québécois, mais évidemment aussi de votre parcours. On va commencer justement là-dessus, si vous le voulez bien. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique? C'est une question large, mais... Sûrement le milieu familial. Papa était très impliqué politiquement. Il avait fait la campagne de Jean Drapeau. Drapeau, c'était très positif, la première campagne, les premières années, disons, jusqu'à 70. Là. Parce que ça apportait de la démocratie à Montréal, la campagne de 54. Et il était président de l'Union des artistes, il était fondateur du NPD, il a fait des campagnes de René Lévesque quand il était libéral, puis quand il est devenu chef du Parti québécois. Donc, il était mêlé à la politique tout le temps. Ça parlait beaucoup de politique à la maison. Ma mère aussi. Mes grands-parents vivaient avec nous. Ils étaient intéressés par la politique. Et moi, je me souviens que j'ai suivi la campagne de 54 au municipal. J'avais 7 ans. J'avais la permission de voir toutes les soirées électorales. Celle de 56, c'était Duplessis au Québec. 57, Diefenbaker. Je ne m'étais pas couché avant de pouvoir appeler le nom Diefenbaker. C'était compliqué. Le lendemain, il nous demandait en classe qui a été élu premier ministre du Canada. Fait que j'avais été capable de le dire et de l'appeler. Alors donc, j'ai toujours suivi la politique et je me suis impliqué jeune aussi. On était dans une école primaire. On est resté un an, une année seulement. Et c'était une école gars-filles, ce qui était très rare à l'époque. Anglais-français. Parce que c'est une école catholique. Il y avait l'école protestante derrière. Là, j'avais fondé donc une association étudiante avec un journal bilingue. Et j'avais créé un genre de syndicat des enfants de cœur aussi. On a fait une grève, on était payé 5 cents. Je demandais que ça soit payé 10 cents par messe. Et j'ai eu un épisode un peu dur. C'est que nous, on se rendait à l'école à pied, c'était 2 kilomètres, ou en vélo. On disait en bicycle dans le temps. Jusqu'en janvier, février, mais là, ça commençait à être dur. Ben oui. On s'est aperçu que les anglophones de l'école, eux, pouvaient embarquer dans l'autobus de l'école protestante. OK. Il n'y avait pas d'autobus pour l'école francophone. Moi, j'ai décidé d'embarquer. Et je me suis donc assis. Et une enseignante est venue voir. Elle a dit, You give your seat to an English student. J'ai dit, No, madam, I won't. Elle m'a giflé, je me suis levé, je l'ai saisi. J'avais déjà 5 pieds, puis je l'ai giflé à mon tour 2 fois. Ah oui? Il m'a sorti de l'autobus. J'ai attendu que le premier anglophone, il avait tout souri de moi, qui sorte. Donc, je l'avais frappé, disons. Il est arrivé chez nous, et puis mes parents étaient en Europe, c'était mon grand-père, John James Rowley. Donc, un anglophone qui a reçu la femme avec son petit gars. Puis
Fait que mon grand-père l'a regardé, il dit « Well done, Jill, you hit just like Tooney, the second bout with Dempsey. » La madame dit « This family is completely crazy. » Fait qu'ils sont partis. Mais le lendemain, tout le monde avait le droit de prendre l'autobus. Ah oui? Alors, moi, mon père, c'était un Anglais, ma mère s'appelait Rowley. Là. Oh, Je oui. trouvais ça épouvantable. Donc, j'étais impliqué en politique. Par la suite, au collège, j'ai été président de l'association étudiante du collège Mont-Saint-Louis, qui était sur Sherbrooke. Il n'y a pas de cégep dans le temps. Mhm, mhm. Et on voulait créer un cégep. On était favorable à ça. Le collège Châteaubriand, Mont-Saint-Louis était opposé. J'avais 19 ans. Donc, Québec était pris sans directeur. Je suis devenu premier président du conseil d'administration du cégep Vieux-Montréal à 19 ans pour le mettre sur pied, ce qui était fait. Mhm. Et par la suite, je suis arrivé à l'UGEC avec Claude Charon, Louise Harel sur le même exécutif. C'était les occupations des cégeps et les négociations. Puis, Donc, vous êtes entré quand même assez jeune assez à la jeune, politique. oui. Là. Oh, oui. Et les comités de citoyens, j'ai été très impliqué en 70. J'écrivais le discours de Robert Burns et Oui. j'étais organisateur de Robert. Et par la suite, j'ai fait l'erreur en étant dans les comités de citoyens, ça va, mais vraiment de bifurquer vers la gauche, les marxistes-léninistes, c'est une erreur majeure, je trouve, parce que c'était pas démocratique que ce régime. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, ou c'était vrai en France également, par ailleurs. On avait rompu avec l'Église, mais on cherchait toujours une doctrine. Oui. On a trouvé celle-là. Mais c'est une erreur. Alors ça, il faut reconnaître nos erreurs. Moi, j'ai travaillé, par ailleurs, j'ai travaillé 4 ans dans un hôpital, à Royal Victoria, dans une salle d'opération, soins intensifs. Ça m'a appris à connaître beaucoup les communautés culturelles, entre autres, et les réalités du travail. Comme négociateur, ça m'a beaucoup aidé d'avoir vécu ce que les gens vivent. Oui, oui, les travailleurs, Parce les que, travailleuses. pour être bon négociateur, il faut savoir écrire et compter, on va s'en dire. Mais avoir vécu la réalité de ce que les travailleurs et les travailleuses vivent, ça aide énormément également. Donc, c'était tout ça qui m'a amené progressivement par la suite en 90. J'aurais pu y aller en 70 parce que je cherchais quelqu'un dans Sainte-Marie. Et René Lévesque me l'avait dit, mais je disais, j'ai 23 ans. On a gagné dans Sainte-Marie, d'ailleurs. Oui. C'était Tremblay qui avait été élu. Je dis, je suis encore trop jeune. Et je vais être élu sur le nom du CEP. C'est ça, vous vouliez faire quelque votre nom. chose par moi-même. Donc, quand je suis arrivé, j'avais 43 ans. Là, C'est ça, parce qu'on le rappelle, votre père, c'est Jean Duceppe, Ouais. qui a fait, à mon sens, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître, peut-être que plus. J'ai pas eu la chance comme mes parents de le connaître, mais j'ai connu, par contre, j'ai vu sur YouTube le fameux discours patriotique de Jean c'était Duceppe. superbe, ça. À mon sens, c'est le meilleur discours. C'était au lendemain de Mitch, d'ailleurs. Ouais. Donc, C'était un 25 juin, parce que le Ouais. 24, ils vantaient trop. Mhm. Donc, ils ont mis ça. Et papa était très malade, ne voyait qu'en ligne droite, de OK. diabétique, c'est-à-dire. Et je me souviens, je n'avais pas encore décidé de me présenter parce que je coordonnais les négociations de l'hôtellerie. Fait que j'avais dit, je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas fini mes négociations. Et on était le chercher dans la roulotte, on l'a amené sur scène, il avait de la difficulté à marcher. Mais du moment qu'il était sur scène, Ça, changé c'est- complètement, puis il a fait ce discours extraordinaire. Les gens ne peuvent pas savoir qu'il était malade en Mhm. écoutant ce discours. Non, ça paraît pas. Pourtant, il est décédé quelques mois après. Là. Mhm. Ah, c'est un incroyable discours. Je recommande Ouais. vraiment, tout le monde l'a vu, mais s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, c'est disponible sur Il YouTube. faut le voir. puis faut le voir. C'était son métier que de le rendre, mais c'était sincère. C'était pas un autre. C'était lui-même qui disait ça. Oui, exactement. Vous avez parlé justement de votre intérêt pour le communisme dans votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette idéologie politique-là? Puis qu'est-ce qui vous a fait prendre vos distances du communisme? Disons, au départ, on était liés au comité de citoyens. On menait beaucoup de luttes contre l'autoroute Est-Ouest, par exemple, pour les comités de logement, pour les comptoirs alimentaires. Donc, très impliqués dans Hochelaga-Maisonneuve. Et ça s'appelait le FRAP, le Front d'action politique. Il y avait des comités d'action politique un peu dans tous les quartiers de Montréal. Les deux principaux étant Saint-Jacques et Hochelaga-Maisonneuve. Il y avait eu mai 68 en France. Beaucoup étaient très, très à gauche dans ça. Et mais je comprends. Quand je regarde ça, je me dis comment ça se fait. J'en parle régulièrement avec des amis ou ma conjointe. Je dis comment ça se fait que j'ai été là. Ça n'a pas de sens. C'est contre tout ce que je croyais.
Et je m'en suis rendu compte plus tard, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis il faut le dire. Mhm. Et il y en a qui l'ont dit, il y en a qui ne l'ont jamais dit. Lors de ma première mêlée de presse, on disait Scrum, là, Oui, à oui, Ottawa. oui. Et les journalistes m'ont dit, vous étiez dans les marxistes-léninistes. Alors là, j'ai fait un 180 degrés. J'ai dit oui, et j'en connais d'autres qui étaient là. C'est à vous d'autres questions? Plus d'autres questions. Puis d'autres questions. Plus d'autres. Mais je pense qu'il faut connaître ses torts. Mhm. Par exemple, Pierre-Éliott Trudeau n'a jamais fait. Il était dans Jeune Canada, lui. Mhm. Un groupe antisémite Mhm. des années Il l'a 40. caché beaucoup, oui. Il ne s'en est jamais excusé. Mhm. André Laurando, qui fut directeur du Devoir de la commission de Laurando-Danton, a fait partie du même groupe. Lui, il s'est excusé en disant c'est une erreur magistrale que j'ai commise. Oui, puis quand Il l'a on fait. s'implique. Donc, moi, on peut Mhm. commettre des erreurs. Là. Ceux qui en Exactement. commettent jamais, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait bien souvent. Mhm. Mais encore faut-il les reconnaître et les corriger. Mhm. Tout à fait. Puis quand on s'implique jeune, c'est normal de parfois faire des erreurs. Il ne faut pas Non, mais avoir c'est peur. Hein. pas, ça s'excuse pas. Une erreur, c'est une erreur. Mhm. Voilà. D'où vient votre intérêt pour le syndicalisme? Parce que vous avez été impliqué Ouais. dans le syndicalisme beaucoup avant de vous présenter, très Ben, jeune avec les enfants de cœur. Mais dans les années 60, j'étais vice-président de Mhm. l'Union générale des étudiants du Québec et j'étais à l'éducation. Donc, je négociais beaucoup de dossiers à ce moment-là. Quand il y a eu entre les cégeps et le cours classique, il y avait des cours qui se ressemblaient. Donc, il fallait reconnaître des équivalences de cours. Alors, je me suis assis, je me souviens, parce qu'on parle beaucoup de bureaucratie aujourd'hui, avec Mhm. raison. Moi, je dis souvent que c'est l'inverse de la biologie. Hein. Mhm. La biologie, on dit que c'est la fonction qui crée l'organe. Dans la bureaucratie, c'est l'organe qui a la fonction. Donc, c'est Mhm. un gros problème. Mhm. Mais en des années 60, c'était au contraire très dynamique. Oui. On n'avait pas de fonction publique, puis là, toutes les portes étaient ouvertes, on pouvait changer les choses. Donc, je me suis assis avec le vice-recteur de l'Université de Montréal, M. Lacoste. On avait 2000 cours à peu près, et en 2h30, 3 heures, on est passé à travers les 2000 cours pour reconnaître les équivalences. OK. J'ai jamais eu une plainte. Ah oui, hein? Donc, le passage cégep cours classique, c'est aujourd'hui, tu donnes ça va prendre 5 ans à faire ça. Mhm. Ah oui, ça va prendre du temps. Puis... Et il y avait des négociations. Je me souviens d'avoir négocié avec le frère Untel. Il est décédé aujourd'hui. On était à Québec et je négociais le dossier des étudiantes infirmières OK. qui, en passant au cégep, ça devenait gratuit. Mais avant ça, elles devaient payer. Mm. Et qui plus est, travailler Mhm. et être pensionnaire dans Ah ouais. les hôpitaux. Donc, je dis au frère Untel, je dis, on devait rendre ça gratuit également pour celles qui, je dis celles parce que c'est une majorité de Mhm. femmes maintenant, celles qui n'étaient pas au cégep et suivaient l'ancien cours. Ah, ils disent, on ne peut pas, c'est un choix. Je dis, ah bon. Je dis, vous, si vous aviez cégep aujourd'hui, seriez-vous frère? Ils disent, d'accord, c'est gratuit. Ça n'a pas été long. On avait fait de même. Chez Gérard, je m'en Négociation. souviens, c'était un restaurant, bar, club de nuit. On avait été dîner là le midi pendant un négo. On aurait laissé à la table chez Gérard. Vous étiez convaincant. Vous aviez vos techniques propres. Puis... J'aimais ça. Vous aimiez ça. Ben justement, si je vous ramène un peu à la défense des travailleurs, parce qu'à l'évidence, ça a marqué beaucoup votre vie, la défense des travailleurs, des travailleuses. Aujourd'hui, si vous étiez aux commandes de l'État, que feriez-vous pour améliorer la condition de ces dernières? Mais moi, je pense qu'il faut négocier, franchement. Et quand on le fait, en mettant tout sur table, j'ai jamais eu de grève, moi, dans ma vie. Ah oui? Jamais. J'ai négocié une centaine de conventions, là. Mais on était capable de s'entendre. Puis des bonnes conventions. Je Mhm. me souviens des années, j'ai négocié 10 puis d'autres avaient été en grève 6 mois, puis ont tenu 1 Mhm. Les mêmes tâches. Là. Donc, il s'agit de négocier correctement et donner beaucoup de pouvoir localement. Localement. De redescendre le Les pouvoir. grands points majeurs, on les négocie à une table centrale. Mhm. Dans l'hôtellerie, par exemple, il y avait 9 points majeurs. Mhm. Bon. On mettait des catégories d'hôtels. Par exemple, un chef cuisinier au Wandlund n'avait pas le même salaire qu'au Reine-Élisabeth. On n'exige pas les mêmes connaissances, les mêmes compétences. Il faut être réaliste. Mhm. On doit être capable de faire ça. Mais quand on fait ça, on peut régler énormément de choses.
Par exemple, le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières. Oui. Les On hôpitaux entend anglophones, ils beaucoup, n'en ont pas. Mhm. Le temps obligatoire. Pourtant, c'est la même convention et le même syndicat. Ouais. Mhm. Mais ils s'entendent localement pour le régler autrement. Il y a des infirmières qui veulent travailler 36 heures consécutives, mais pas chargées de temps supplémentaire, faire ça sur 3 jours. Mhm. Ça veut dire 12 heures consécutives, devrais-je dire, pendant 3 jours. D'autres veulent travailler des 4 heures. Donc, tout le monde y trouve Son compte au final. son compte. Mhm. Donc, on pourrait faire ça. De redescendre le pouvoir finalement. De redescendre puis régler beaucoup de choses localement, Mhm. mais à travers de grands principes qui ont été établis à des tables centrales. Oui, mais tout est centralisé aujourd'hui au Québec. À Québec, justement, autour des ministères, puis c'est lourd des fois les processus. Non, ben, c'est trop lourd parce Mhm. que je trouve que la bureaucratie est énorme. Et puis, les nouvelles techniques aussi électroniques, c'est pèse Saint-Piton, puis pèse Saint-Aude, puis ça revient, puis ça recommence, puis ça retourne. C'est peut-être moi aussi qui est trop vieux pour être familier avec ça, mais je trouve pas que ça a nécessairement amélioré les choses. On le voit avec tous les gens toutes les fraudes qui ont eu lieu partant de là. Donc, il y aurait moyen de faire les choses plus simplement, j'en suis absolument convaincu. Je partage votre conviction. Si on revient à la politique, donc en 1990, Lucien Bouchard arrive à vous convaincre de vous présenter dans Laurier-Sainte-Marie. Ça s'est pas passé Pas tout à fait. non? Non, moi, j'avais un ami qui était, depuis une 50aine d'années, d'ailleurs, on se voit, Pierre-Paul Roy, on se voit régulièrement. Je dînais encore avec lui, puis Lucien Bouchard, puis Bob Dufour. Bob et Pierre-Paul, ça fait 50 ans. On s'est connus à 67, donc Mhm. ça fait un bout. Et on a toujours conservé des liens. Et ils ont été mes chefs de cabinet, ils ont travaillé avec Lucien, et ainsi de suite, là. Or, on est en avril 90. Mitch, ça commence à débattre, passer à de fort. On voit que c'est en train de s'effriter. Alors, moi, je lui ai dit, il vivait en République dominicaine à ce moment-là. Il avait quitté la CSN. Puis, j'y reviens donc parce que, en premier, je lui ai dit, il va sûrement se passer quelque chose. Puis, je pense que Lucien Bouchard n'aura pas le choix que de démissionner du Parti conservateur. Il est toujours là, là. Mhm. Puis il va falloir qu'il présente quelqu'un. Ça n'a pas de sens de laisser les Laurier-Sainte-Marie aux libéraux. C'est Denis Coderre qui va passer. Il y a un mécontentement contre les conservateurs. Ben, il dit, qui tu vois? Je vois y aller. Il dit, es-tu fou? Tu as 35 tables de négociation. Ben, c'est pas dès que j'ai finisse, mais préparons-nous. Je dis, reviens donc, puis va chercher Bob, puis faites le travail d'organisation pour moi, puis le temps venu, j'arriverai. Or, ça s'est passé comme ça. Puis j'ai rejoint l'adjointe d'un député qui s'appelait Benoît Tremblay, qui était conservateur, qui avait quitté les conservateurs avec d'autres avec Lucien Bouchard. Oui. Ils fonderont éventuellement le bloc, je pense que c'est le 25 juillet 90. Et moi, j'ai été candidat le 11. Or, si mes négos se terminaient, j'y allais. Si se terminait pas, j'y allais pas. Alors, j'ai rencontré Lucien Bouchard, je pense que c'était un vendredi, ça, je suis sûr. C'était le 7 juillet, je pense. Il m'a demandé une rencontre. Et puis, ça fait 60 heures que j'étais debout à ce moment-là. OK. À cause des négos. C'est ça. Ouais. J'ai rencontré Reine-Élisabeth, puis on a jasé, puis Lucien disait, Audrey était là, sa conjointe. Il y avait des négociateurs avec, je recevais des téléphones, il dit, c'est ça être négociateur. Ça a collé. Ça qui dit, venez-vous-en. Ben, je n'ai pas fini mes négos, je n'irai pas. Mais voyons donc. Ben oui, mais si j'y vais et je lâche quelque chose, il me semble que c'est pas sécurisant pour vous, je pourrais lâcher aussi. Là. Moi, quand je commence un appel, je le finis. Et le lendemain matin, Gérald Larose, président de la CSN, m'appelait, Gilles, on va te remplacer, vas-y. Je dis, non, on va y finir. Et puis, quand je suis revenu chez nous, là, ça faisait 60 heures, donc j'étais debout. J'ai eu un autre téléphone, urgence négo. Je suis reparti 12 heures. J'ai fait 72 heures consécutives. Et en revenant à la maison, là, j'en pouvais plus, je me suis étendu. Puis, pour mon plus grand malheur, le téléphone est blanc, puis je m'étais apporté un verre d'eau blanc. Puis ma femme est arrivée, elle dit, Gilles, il y a un appel d'urgence. Au lieu de prendre le téléphone, j'ai pris le verre d'eau. Oh, non. Là, je suis tombé. Dis-leur que je dors 6 heures. Je suis reparti 20 heures de négo. Donc, ça négociait. Et j'ai terminé le lundi. J'ai appelé Lucien. J'ai dit, M. Bouchard,
C'est fait. Je suis prêt à y aller. Il dit OK, mais il dit Assemblée d'investiture dans 2 jours. On a pris photo, je crois, le lendemain. Assemblée d'investiture le mercredi, puis j'étais en campagne. Ah oui, ça fait que ça s'est fait vite. En Quand campagne même. le 11 juillet, élection le 13 août. Face à Denis Coderre à ce moment-là qui se présentait pour le On Parti est passé libéral. à 68 quelque chose du genre. Oui. C'était une bonne marge pour le Bloc. Indépendant, parce que le Bloc n'était pas existant. Il n'était pas encore formé, c'est ça. Vous avez souvent été pressenti comme candidat à la chefferie du Parti québécois. Qu'est-ce qui vous a retenu de faire le saut, puis aujourd'hui, est-ce que vous le regrettez? Je dirais que j'ai fait une erreur en n'y allant pas en 2005, quand Bernard Landry a quitté. D'ailleurs, j'ai fait des pressions pour que Bernard ne quitte pas. J'étais sûr que j'avais fait un discours au congrès du PQ le vendredi soir. Et je me souviens, je soupais chez moi le samedi, puis je quittais le lendemain pour une tournée dans le coin de Tremblant avant de m'en aller à Ottawa le dimanche soir. Et là, on apprend que Bernard a démissionné. Là, j'ai appelé, j'ai dit, ça n'a pas de sens. J'ai appelé Louise Arel, j'ai réuni le caucus demain matin pour convaincre Bernard de rester. Bon. Donc, Bernard quitte. Et Jacques Parizeau est monté me voir à Ottawa pour me dire d'y aller. C'était un gouvernement minoritaire à ce moment-là. À Ottawa, c'est Paul Martin. Si j'y vais, c'est clair qu'il déclenche une élection. Le seul qui aurait pu diriger le Bloc durant une élection, c'était Michel Gauthier. Il ne serait pas resté chef par la suite. Il n'aimait pas ça, chef. Il était tout un leader parlementaire, cependant. Alors, j'aurais dû insister, moi, pour que Michel, Yann, puis il y a des gens qui ne voulaient pas travailler avec, leur dire, bien, vous travaillez avec, ou non, moi, je ne vous amène pas à Québec. Là. Être ferme. Donc, j'aurais dû y aller à ce moment-là, je n'ai pas été. L'autre fois, je ne voulais pas y aller quand c'est Boisclair qui a démissionné. En 2007. Et là, j'ai dit, c'est une femme qui arrive. Bon, ma lettre était écrite comme quoi je n'y allais pas. Puis j'ai eu une dernière rencontre, une personne qui m'a convaincu d'y aller. J'ai changé d'idée, puis ça, c'était une erreur. Et ma conjointe n'était pas là, elle était en réunion à Québec. D'ailleurs, une même conférence que Pauline Marois. Ah oui, OK. Quand elle est arrivée chez moi le vendredi soir, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle dit, ça va pas, toi, là. T'as pas pris une bonne décision. J'aurais dû l'attendre, elle me l'a... Il y a personne qui nous connaît mieux. En tout cas, dans bien des cas, moi, c'est mon cas. Oui. Elle m'aurait dit, vas-y pas, là, c'est clair, tu ne veux pas y aller. Puis, regarde, tous les autres, tu avais décidé de ne pas y aller, il y en a un qui t'a convaincu. Résiste, n'y va pas. Or, j'ai rencontré mon monde le lendemain matin. J'ai eu le temps qu'à faire durer les choses pendant 1 mois, puis aussi bien mettre fin à ça. Bon, puis les gens jugeront. J'ai laissé le caucus libre. Si vous voulez changer de chef, changez de chef. J'ai fait une erreur. C'est à vous autres de décider, puis je suis sorti, on dit reste. Je suis resté, puis on a gagné la campagne suivante. Je suis devenu bon ami avec Pauline. Oui. D'ailleurs, j'ai été faire une campagne de financement pour elle 2-3 jours après. Puis aujourd'hui, de quoi vous ennuyez-vous le plus de la politique active? Les débats. Les débats. Moi, j'aime la politique énormément. C'est tout qu'un débatteur. Je pense que dans le Guinness, j'ai fait 17 débats des chefs. Ah oui? Oui. Je disais, je les aimais mieux en anglais qu'en français. Dans Laurier-Sainte-Marie aussi, quand vous avez commencé, je pense qu'il y avait eu 9 débats. Oui, 9 débats, oui. Et mais je disais, j'aimais mieux les débats en anglais qu'en français. Les journalistes, ils ont dit pourquoi? Parce qu'en anglais, j'ai compris. Alors qu'en français, des fois, les chefs fédéraux. Je comprends rien de ce qui vient. Ouais. Oh, les gens à la maison. Voulez-vous répéter? J'ai pas compris. Si une fois Alexa McDonough parlait, je comprenais strictement rien. Et quoi, elle a dit? L'épicerie, le logement social. Ça parle du logement. Ouf! Donc, mais en anglais, je saisissais, puis les lignes, les one-liners ils viennent plus rapidement. C'est différent. Là. Le français a une beauté extraordinaire, mais les one-liners, c'est propre à l'anglais. Il faut le dire. Alors, donc, je l'ai fait 17, mais la politique, ça touche toutes les dimensions de la vie humaine. Hein. Et j'écoute ça, puis j'appelle souvent les journalistes en disant, suite à leur intervention à la télévision, ou vous avez oublié tel point, tel autre. Je parle à Alexis énormément souvent, je parle au Bloc aussi, je leur donne des lignes. Au PQ, c'est la même chose. Je vais appeler des amis qui travaillent à permanence en disant, j'ai une bonne ligne, si vous la voulez, utilisez-la. Oui, je comprends. Puis justement, vous parlez des débats en anglais. Je pense que souvent les commentateurs... en anglais, vous donnez gagnant des débats tellement que vous étiez efficace. En anglais, oui. Puis des fois, c'est
Je me souviens avec Jean Chrétien, il était toujours à ma droite parce que M. Chrétien, je l'ai toujours vous voyez. Il me tutoyait, mais je le vous voyais. Il n'entend pas de l'oreille droite, donc il était toujours à notre droite pour. Puis il m'avait interrompu, puis il était parti. I did this, I did that, I did this, I did that. Je dis, wait a second, you sure didn't invent Internet? Le Globe a cité le lendemain, you sure didn't invent Internet? Du SEP won the debate. Ah oui. Une France. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais il faut. Il y en a qui se préparent avec des simulations. Moi, je suis incapable. Je ne suis pas capable de faire semblant. Ah non, pas de simulation à votre non, moi, les jours de débat, je vais à la piscine, je vais au gymnase. Ce débat-là, en 2004, je me souviens, le débat en anglais, j'étais joué un 18 trous de golf dans la journée. Okay. Je mangeais à peine, parce que ça, c'est plus difficile. Ils sont quand même nerveux, là. Oh, oui. Mais je faisais autre chose. Si tu ne connais pas tes dossiers rendus là, tu es un peu tard. Fait qu'il vaut mieux relaxer et arriver en forme que. La tête reposée. C'est ça. Ouais. Ben, vous étiez efficace en débat. Moi, je me souviens, j'étais jeune, 2015, je vous écoutais, puis vous m'impressionniez vraiment. Avais-tu une question, toi, sur le parcours? Non? OK. On va passer au bloc, justement, sur le bloc québécois. Pour les gens qui nous écoutent, pouvez-vous nous rappeler un peu dans quel contexte le bloc québécois est né? Ben, Meach, donc. Là, Lucien Bouchard démissionne. Il y en a 5 autres du Parti conservateur qui quittent le Parti conservateur. Il y a Jean Lapierre qui quitte également. Libéral. Puis, Gilles Rochelot le rejoindra plus tard. Le 25 juillet, donc, écrivent le manifeste du Bloc québécois. Parce que quand j'ai fait mon discours le 11 juillet, je parlais de ça bloque, ça débloque, ça sorti de là. Je dis, Lucien, on a de bonnes chances de s'appeler le Bloc québécois. J'ai absolument utilisé ça souvent. Puis il y avait eu le Bloc populaire avant. Donc, il y avait comme un lien. Puis il y avait à Sault-Sainte-Marie, il y avait piétiné le drapeau québécois. Fait là, j'avais dit, la réplique à Sault-Sainte-Marie viendra de Laurier-Sainte-Marie. C'est bon. C'est une bonne ligne. Et donc, le Bloc a été créé, le manifeste. Mais la fondation du Bloc, c'est 91 à Sorel l'année suivante. Alors, c'est... Fait que c'est dans le contexte de Meach que ça s'est fait. Dans le contexte de Meach, absolument, absolument. Puis on le rappelle pour les gens qui ne connaissent peut-être pas cette partie de l'histoire qui est quand même importante. L'accord du lac Meach avait été conclu avec toutes les provinces, avec le fédéral. Puis finalement, la veille... quelques jours avant, il y a McKenna, au Nouveau-Brunswick, qui avait commencé à le modifier, puis Clyde Wells par la suite, puis au Manitoba, puis Elijah Harper qui s'était opposé. Donc, l'accord est tombé, même s'ils avaient signé. Ils ont renié leur signature, puis ça a vraiment créé une déception importante au Québec. Puis c'est là qu'il s'est inscrit aussi le discours de votre père. Même à la Chambre de commerce, Lucien Bouchard voulait quitter la politique, il va parler à la Chambre de commerce. C'est pas nécessairement souverainiste. Ovation debout. Il n'en revenait pas à la Chambre de commerce de Montréal. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose qui se passait là. Toujours pour nos plus jeunes auditeurs et auditrices qui sont peut-être moins familiers avec l'histoire du Bloc québécois, pouvez-vous nous expliquer le rôle aujourd'hui du Bloc québécois? Moi, je pense que fondamentalement, la démocratie, c'est donner à des hommes et des femmes le pouvoir de parler et de voter en notre nom. C'est ça, la démocratie. Donc, moi, je pense que c'est sain que le Bloc existe, non seulement pour le Québec, défendre nos intérêts, les promouvoir, puis travailler à réaliser la souveraineté de pair avec les souverainistes qui sont actifs sur la scène québécoise. Mais c'est même également bon pour le reste du Canada. Qui comprennent ce qui se passe ici. La réalité québécoise. Qui remet en question l'existence des Verts? Ils ont 1 ou 2 députés. C'est important, les Verts? Ben oui, je ne dis pas que c'est pas important. Mais si tant est que c'est vrai que c'est important qu'ils soient représentés à la Chambre des communes ou au Parlement Québec ou dans d'autres parlements, bien, on ne peut pas nier qu'actuellement, les sondages sont à 35 %. C'est quand même plus que les Verts. Si c'est vrai pour un, c'est vrai pour l'autre. Et c'est fondamentalement ça, la démocratie, parce que quand les options ne peuvent être représentées dans les instances démocratiques, bien, les options cherchent un autre chemin, qui n'est pas nécessairement démocratique. Alors, je pense que c'est la beauté de la démocratie. Oui, tout à fait. Bien souvent, les gens disent « Ah, maudite politique. » Moi, je dis toujours une belle petite dictature. Essayez donc ça pour le fun. T'sais.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des améliorations à faire, mais au moins on peut parler. Or, c'est fondamentalement ça, le Bloc. Exprimer ce que actuellement 35% des gens pensent. Et c'est une option. Quant à moi, c'est l'avenir du Québec qui se joue. Mais on peut être en désaccord avec ça, mais on ne peut pas nier que ça existe. Et si ça existe, il faut que ça se retrouve dans les instances démocratiques. Absolument. Puis d'ailleurs, le Bloc québécois, c'est le seul parti qui est établi seulement au Québec, parce qu'on le sait, les autres partis canadiens, puis c'est normal, hein, vont gouverner pour la majorité canadienne, mais des fois, les intérêts de la majorité canadienne ne rentrent pas... Plus que des fois. Oui, c'est ça. Souvent, très souvent, les intérêts de la majorité canadienne ne vont pas dans le même sens que nous. Tout en se disant qu'on a beaucoup plus de choses en commun avec le Canada qu'on a de choses en désaccord. Comme avec n'importe quelle autre démocratie. Hein? Parce qu'on est des démocraties, justement. Là. Alors, on a peut-être un 15 de différence, mais ce 15 %-là, c'est ce qui fait qu'on existe. Et ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Absolument. On ne va pas devenir planète Hollywood. Non, exactement. On ne va pas devenir planète Beijing dans 100 ans. Hein? Il faut que toutes les cultures existent, puissent s'exprimer. Tout à fait. Et se retrouvent dans les instances démocratiques en fonction des capacités des uns et des autres. Et sur ça, il faut regarder, je dirais, on est souvent actuellement, j'en parle à beaucoup de gens, c'est ainsi, on a intégré des notions anglophones qui ne veulent pas dire nécessairement la même chose en français. Ah oui? En anglais, on utilise très souvent nation, people and country. OK. C'est pas la même chose. Quand on dit le Québec est une nation, je dis non, le Québec n'est pas une nation. Le Québec est une province qui voudrait devenir un pays. Hein? La nation québécoise et le peuple québécois, c'est différent. Dans la Constitution américaine, c'est « we the people ». Le peuple québécois, c'est l'ensemble des Québécois et Québécoises, des personnes qui vivent au Québec. Les citoyens, citoyennes, tous ceux et celles qui vivent au Québec qui ont nationalité canadienne et qui auraient nationalité québécoise sont des Québécois et des Québécoises, citoyens, citoyennes. Mais ça, c'est le peuple. À l'intérieur du peuple, il y a une telle chose que la nation québécoise, qui est l'immense majorité, mais les Premières Nations, on les a reconnues. Quand Ted Moses et Bernard Landry se sont rencontrés, Bernard Landry a dit « Je ne suis pas Cri, je ne suis pas Canadien, je suis Québécois ». Puis Ted Moses a dit « I'm not Québécois, I'm not Canadian, I'm a Cree ». Donc, elles existent, les Premières Nations. Si tant est qu'elles existent, c'est des nations comme nous, plus petites, bien sûr, comme on est plus petit que la nation chinoise. Hein, c'est un fait. Et avec l'accord des Nations unies, c'est fini la partition. Quand on lit l'accord, l'article 45, c'est très clair. Mais on doit reconnaître le droit à l'autodétermination dans des pouvoirs qui devraient être les leurs, en éducation, en santé, et ainsi de suite. Puis il y en a 11 nations comme cela au Québec. Mais si on dit que la nation québécoise existe, c'est donc qu'il y a plus qu'une nation au Québec. Mais elles font toutes partie du peuple québécois. Puis il y a une minorité nationale anglo-québécoise. Mais ceux et celles qui viennent ici comme immigrants doivent s'intégrer à la majorité, donc à la nation québécoise. Ça va de soi. Puis c'est ça aussi la beauté du Québec, c'est justement... Mais c'était le mémoire de la CSN, d'ailleurs, qu'un de mes amis avait écrit, qui est décédé, Pierre Bonnet, qui a écrit La paix des Braves également, avec Roméo Saganache dans le temps. Et je pense que ça met les choses claires. C'est pays, peuple, nation. Et moi, en ce sens-là, je changerais le nom de l'Assemblée nationale. Parce que c'est notre Assemblée, mais je me place, je suis Innu. Ma nation, c'est la nation Innu. C'est-tu mon Assemblée? Moi, j'aimerais mieux vivre dans un Québec souverain qu'un Parlement du Québec, qu'une Assemblée nationale à l'intérieur du Canada. Et le Canada est un pays souverain. Et on parle du Parlement canadien, on parle du Congrès américain. Bon, l'idée de l'Assemblée nationale nous est venue de France, qui avait fait ça pour faire taire les Bretons, les Alsaciens, les Occitans, les Basques. C'était ça. Hein. Jusqu'en 1908, c'est l'anglais interdite en France. Oui. Alors, il faut regarder tout ça. Je pense que ça nous aiderait beaucoup, d'ailleurs, à convaincre des jeunes de dire un instant, là, on ne veut pas dominer d'autres nations, on veut être nation à nation, d'égal à égal, du même peuple québécois, avec des pouvoirs différents, parce que c'est évident que les Malicites, qui sont à peu près 1000, ne peuvent pas avoir un pays, on ne se comptera pas d'histoire.
Et quand on reconnaît la Charte des droits des peuples autochtones, bien, c'est marqué dedans qu'on ne peut pas modifier les frontières d'un pays souverain. Alors, sans ça, il n'y a pas un pays qui aurait signé. Hein? Ni aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas signé, mais en Amérique latine, il n'y a personne qui aurait signé ça. Là. Puis la question que les gens vont peut-être se poser en vous écoutant, comment que le Québec, dans ce cadre-là, pourrait devenir un pays si on ne peut pas modifier les frontières? Ben, le Québec, on regarde les frontières qu'on a. Ça, c'est exactement ce que le Canada prône dans l'international. Quand on dit qu'un État fédéré conserve les frontières qui étaient les leurs au moment de la partition. C'est la position du Canada, ça. Bon, si c'est vrai pour la Serbie, avec le Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et tout ça, ben c'est vrai pour le Québec. Et oublions le Labrador. D'ailleurs, la carte que Jacques Parizeau a dressée du Québec pour le référendum de 1995, le Labrador n'était pas là. Hein? Parce qu'on dit on veut le Labrador, nous autres, en raison du jugement tout à fait erroné de 1927 du Conseil privé à Londres. Il y a des chances que les autres ils nous disent un instant, on va parler des terres de Rupert en 1912. Alors ça, c'est à Bay James. Est-ce qu'on veut laisser le Bay James? Non? Ben non, on ne veut pas laisser le Bay James. Donc, il faut adhérer aux principes internationaux. Un État fédéré conserve les frontières qui étaient les siennes au moment de la partition. Alors, le Québec a ses frontières reconnues. Et quand certains nous disent, le Monténégro, par exemple, ils ont demandé 55 %. Hein? Mais l'accord de Venise, c'était pas 55. Ils ont dit au parti du Monténégro de s'entendre sur un pourcentage qu'ils vont respecter si ce pourcentage est atteint. Ils n'ont pas demandé au parti de la Serbie. Hein? C'est comme si on demande aux partis qui existent au Québec, pas à ceux qui existent à Ottawa, de déterminer un pourcentage et de le respecter. Alors ça, c'est déjà acquis. Tous les partis à Québec reconnaissent 50 % plus 1. Ça, c'est des accords de Venise qui ont été faits pour le Monténégro. Ils n'ont pas demandé 55, ils ont dit fixez un pourcentage, engagez-vous à le respecter. Ça existe déjà au Québec. Ça, c'est réglé. Les frontières, c'est réglé. Ce qui reste à régler, c'est que les Québécois se décident. On l'espère qu'ils vont un jour le faire. Donc, vous avez été à la tête du Bloc québécois pour de nombreuses élections. Vous les avez pas mal tous remportées, à l'exception de la défaite Crève-Cœur de 2011. Ouais. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette élection? Je pense qu'on a fait des erreurs en 2011 en critiquant pas suffisamment le NPD. On ne prenait pas ça tellement au sérieux. D'ailleurs, il y avait plusieurs candidats qui n'ont jamais mis les pieds au Québec dans la campagne électorale. C'est pas peu dire. Et on avait Jack Layton, qui était très sympathique. Alors que les gens se sont dit, ils l'ont trouvé sympathique avec raison. Par ailleurs, c'était pas... le NPD, on les tassait souvent dans les négociations parce qu'ils disaient une chose, faisaient le contraire. Alors que Carper, c'était clair, et que Martin aussi, puis que Chrétien aussi, c'était clair. Moi, j'aime mieux... Ça ne veut pas dire que je pensais à la même chose que Carper. On était capable de dire, comme avec quand je négociais avec un patron, il ne pensait pas, il n'y a pas les mêmes intérêts. Mais il faisait aussi. Il faut être clair. Il faut être clair, me semble-t-il. Or, donc, il était très sympathique. Et les gens ne voulaient plus de Harper. Et ils ont eu l'impression, par mes connaissances du Canada, que le NPD était très fort au Canada aussi. Donc, ils pouvaient renverser Harper, ce qui n'a pas été le cas. Ils sont devenus opposition officielle. Alors, nous, on aurait dû critiquer. Je pense que c'était l'erreur qui a été faite de dire on ne peut pas critiquer Harper. Puis, c'est surtout sur Harper qu'on a fait campagne, plus que les libéraux qui avaient beaucoup de difficultés. Mais 3 semaines avant, on avait 20 % d'avance. C'est pas peu dire. D'avance, oui. Et après le débat, les journaux titraient après le débat du CEP haut la main. Mais le soir des élections, c'était du CEP haut les mains. Les mangeants de maudite. C'était dur. C'était dur. Oui, puis la vague orange qui s'est passée au Québec, au final, elle n'a pas vraiment suivi au Canada. Ah non, puis Layton avait promis qu'il respectait le 50 % si le Québec votait 50 % pour le oui, dans la campagne. Engagement solennel. Mais 2 semaines après, il reniait sa promesse en disant qu'il était pour suivre la décision de la Cour suprême. C'était jamais bien clair, puis jamais très solide comme conviction. Non, mais on aurait dû, nous, attaquer sur ça. On ne l'a pas fait, c'est notre erreur. Oui, je comprends tout à fait. Sous votre gouverne, notamment à l'élection de 2015, le Bloc québécois était appuyé par la direction, évidemment, du Parti québécois, d'Option nationale aussi à l'époque.
mais aussi par plusieurs militantes et militants de Québec solidaire. Croyez-vous que le Bloc québécois doit être la maison de tous les souverainistes? Ben, tous ceux qui sont souverainistes en tout temps. Moi, je l'ai dit souvent sur Québec solidaire, parce que j'entends souvent des gens dire de Québec solidaire, nous, on veut un Québec souverain, mais pas n'importe lequel Québec. Mhm. Mais je dis, entre-temps, vous êtes prêts à rester dans n'importe quel Canada. Mhm. Je vois bien un problème, là. Pour moi, c'est antidémocratique de dire qu'il faut que le Québec qu'on propose soit nécessairement un Québec qui soit toujours à gauche. Ça revient à dire, même chose, c'est toujours à droite. Mhm. Ça revient à dire que les générations qui vont voter après nous n'auraient pas le droit de voter selon leurs intérêts, selon leurs décisions. Ben non, c'est antidémocratique, ça. Mhm. Les gens peuvent décider ce qu'ils veulent quand ils vont voter. Est-ce qu'ils ont raison? Mais non, pas tout le temps. Moi, quand on dit que le peuple a toujours raison, je suis en désaccord avec ça, moi. Mhm. Je dis le peuple a tous les droits, même celui de se tromper. Parce que si on dit que le peuple a toujours raison, il n'y a plus de démocratie, parce qu'il n'y a plus d'opposition. Comment peut-on dans l'opposition puis dire un gouvernement qui est élu par le peuple, vous vous trompez? Mhm. On est en train de dire au peuple, vous vous trompez? Mhm. Ça ne marche pas. Ouais. Mhm. Donc, le peuple a tous les droits. Il faut respecter toutes les décisions du peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Sans Mhm. ça, il n'y a plus d'opposition. Mhm. Et puis, on ne peut pas décider, comme je dis, pour les générations futures. Moi, je suis social-démocrate, là. Mhm. J'espère que ça continuera à être ça. Mais si, dans 10-15 ans, dans un Québec souverain, les gens votent à droite, c'est leur droit. Je pourrais être en désaccord. Je ne suis pas sûr que je vais être toujours là. Mais je pourrais être en désaccord, mais je ne peux pas contester le droit qu'ils ont de faire leur choix. Donc, il ne faudrait pas mettre trop de conditions à l'indépendance. Bien, il faut... D'ailleurs, quand on regarde les programmes politiques du Bloc, le Bloc n'a jamais eu de programme politique plus à gauche que n'importe lequel des programmes du Parti québécois. Que ce soit sur René Lévesque, sur Parizeau, sur Lucien Bouchard, André Boisclair ou Pauline Marois. Parce qu'on essayait de rejoindre le plus grand nombre possible. Tout en restant social-démocrate. La social-démocratie, c'est assez large. Moi, il y a un négociateur patronal qui m'avait dit, Gilles, le système qui crée le plus de richesses, c'est le système capitaliste. Celui qui distribue le mieux, c'est le système socialiste. Donc, l'idéal, c'est un système politique qui est social-démocrate. C'est un patronal qui me disait ça. Il avait drôlement raison. Mhm. Si l'État contrôle tout aveuglément, on va avoir une bureaucratie encore pire que ce qu'on a, ce qui ne serait pas très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, ça prend des politiques qui s'adressent à la majorité et juste. Et je pense qu'il y a des exemples dans le monde. Puis le Québec est un exemple de ça. Il y a des choses qui ont été décidées au Québec sous l'évêque, même sous la Révolution tranquille de 60, qui n'ont pas été remis en question par d'autres partis. Quand Daniel Johnson a pris le pouvoir à l'Union nationale, il n'a pas tout renversé le programme libéral, loin de là. Mhm. Et Jean Charest n'a pas mis fin à beaucoup de programmes mis sur pied par Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Mhm. Bon, maintenant, il y a des différences entre tout ce monde-là, bien sûr, entre tous les partis, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des assises qui font en sorte qu'on développe une société qui répartit mieux la richesse. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Oui, des améliorations, certainement. Mais, somme toute, quand on compare au reste de l'Amérique du Nord, c'est pas trop mal. Mhm. Comment on a une approche qui va justement respecter ça, de ne pas avoir un indépendantisme trop centré face à des personnes qui veulent justement avoir un indépendantisme plus de gauche? Comment est-ce qu'on essaie de concilier? Bien, tout le monde est bienvenu. Puis ce qu'il faut faire, c'est se donner un pays où on pourra avoir ces débats-là en contrôlant tous les pouvoirs. Qui peut être contre ça? Mhm. Dans un tel contexte, vous pourrez défendre vos idées. Si vous prenez le pouvoir en convainquant la population, vous les appliquerez. Mais tant que vous n'aurez pas le pouvoir, c'est pour ça, moi, je dis souvent, parce que j'ai vu des gens, moi, dans notre défaite de 2011, les gens de Québec solidaire ont surtout appuyé l'NPD, parti centralisateur au bout, là. Mhm. Pourtant, on est souverainiste, là. Mais dire, c'est pas assez à gauche, le NPD plus à gauche, ben oui, pas n'importe quel Québec, mais n'importe quel Canada. C'est un illogisme total.
Est-ce qu'il y a des gens talentueux à Québec solidaire? Est-ce qu'il y a de la bonne volonté? Tout ça, certainement, certainement. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dire, ben, si, donnez-nous un cadre, le cadre d'ailleurs du Québec, qui n'est pas vraiment en question par la plupart des partis, là, on ne met pas en question la gratuité, les centres, Les CPE. Les CPE. Là, il y a les maternelles crétins qui s'en viennent. Il y a les cégeps qui existent. Il y a des améliorations à faire dans tout ça. On est plus bas frais de scolarité en Amérique du Nord. Bon, c'est pas remis en question, ça, par personne. Dans ce cadre-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon, il est temps peut-être de se donner tous les pouvoirs, pas contre les autres. Puis moi, je verrais bien, je travaillais dans le dernier temps avec Claude Castonguay, malheureusement, qui est décédé. On travaillait sur un projet d'Union canadienne où il y aurait 5 pays, la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec et Maritime, dans une Union canadienne comme l'Union européenne. Le jour qu'on va avoir autant de pouvoir, puis le même statut que l'Italie, la France, l'Allemagne, je n'ai pas de problème. Parce qu'on va être d'égal à égal à ce Ben moment-là. oui, ben oui, on va être d'égal à égal. Puis il faut regarder ça de façon... sortir des peurs. Je me souviens d'une conférence que je donnais au Woodrow Wilson Institute à New York. Puis là, il me disait, oui, mais le Québec, vous allez avoir l'Ontario d'un côté, puis les Maritimes de l'autre. Je dis oui. Puis, à vous des exemples. Le Pakistan, vous avez vu ce qui est arrivé au Pakistan, M. Duceppe, Mr. Duceppe? Je dis, nearer than that, plus près que ça, là, un autre pays. Là. J'ai dit, we don't know. What's the name of that small piece of land between Alaska and Washington State? Isn't it named Canada? Ah oui, c'est quoi? ben oui. Hein? Entre Hawaï aussi. Puis Hawaï, j'avais dit, well, what's the name of that small river between California and Hawaii? Ah, puis entre la Martinique, hein? Puis la Guadeloupe, puis la France, puis Saint-Pierre-et-Miquelon, puis les Américains n'ont pas de difficulté à se rendre de Washington State à Alaska. Mais sortir de ces peurs, dans le temps, on nous faisait peur avec les Rocheuses, puis tout ça, mais là, je parlais des intellectuels, des universitaires, qui me sortent ça. Là. Je dis, voyons donc. C'est pas sérieux. Réveillez-vous, là. Puis c'est intéressant aussi ce que vous avez dit au début de votre réponse, quand vous dites justement, mettons pas des conditions à l'indépendance. De toute façon, le but de l'indépendance, c'est d'avoir tous nos pouvoirs à Québec. Puis après ça, qu'on soit de gauche, de droite, on va avoir beaucoup plus d'impact puis beaucoup plus de pouvoir pour apporter les changements qu'on veut, parce que présentement, on a beau prendre le pouvoir à Québec, on n'aura pas tous les pouvoirs. On ne pourra pas tout faire notre programme de gauche ou de droite. Puis la représentation internationale, ça, le Bloc a un rôle extraordinaire à jouer en ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup plus de travail à l'international par le Bloc québécois que le PQ peut en faire. Pas parce que le PQ ne veut pas, mais c'est à Ottawa. C'est à Ottawa. Et la meilleure ambassadrice, moi, j'ai parlé dans plusieurs pays, mais quand j'arrivais, je me souviens d'avoir été à Strasbourg, au Parlement européen, puis ils connaissaient Francine Lalonde, qui est décédée malheureusement, mais Francine avait fait un travail extraordinaire aux affaires étrangères pour le Bloc. Qui avait été député du Bloc. Ben oui. Et on recevait toutes les délégations, puis on leur comptait une réalité un peu différente de ce que les autres partis leur disaient, je peux vous dire. On rencontrait les ambassadeurs. Moi, je réunissais les ambassadeurs 2 fois par année. 50 pays venaient en moyenne. Et je présidais, c'était à huis clos, pas de journalistes. Et je me souviens, entre autres, de la rencontre lors du déclenchement de la guerre en Irak, là, les débats entre l'ambassadeur français et l'ambassadeur américain. C'était extraordinaire, mais on avait cette voix. 50 pays, c'est pas peu, là. On les rencontrait, on leur parlait, puis... C'est très intéressant, puis elle est là aussi un peu la pertinence du Bloc québécois, de pouvoir rencontrer les dignitaires, les ambassadeurs. De sortir, je me souviens, avec Vicente Fox du Mexique. L'ambassadrice mexicaine que je rencontrais fréquemment, Fox voulait parler à la Chambre des communes. Et puis, il y avait indifférents, George W. Bush et Fox. Et Bush avait appelé Martin pour lui dire de ne pas le faire parler. Et Martin avait dit, Fox, c'est l'opposition qui s'oppose. Moi, j'ai appelé Harper, je t'oppose à ça. Il dit non. OK. J'ai écrit une lettre à Paul Martin demandant que Vicente Fox puisse parler, puis M. Harper est d'accord avec moi. Puis copie conforme à Vicente Fox.
Donc, Mhm. il a pu parler. Fox était très heureux. Il m'a invité pour ça. Fox qui était. Le président du Mexique, OK, Vicente OK. Fox, il m'a Quand invité même. au Mexique rencontrer ses principaux ministres. Et Mhm. l'ambassadeur canadien était là. Et Lucien Bouchard y avait été, puis il avait refusé d'y aller parce que l'ambassadeur n'était pas être là. Mhm. Moi, j'avais dit à Lucien, c'est une erreur, regarde-moi bien aller. L'ambassadeur est arrivé, fait que je souhaite la bienvenue. Puis j'ai dit, ils sont tellement. Le Canada est un pays souverain, on n'est pas d'accord, on veut être un pays, mais c'est un pays, ils nous reconnaissent comme souverainistes élus, puis ils nous respectent. Tellement que monsieur l'ambassadeur qui assiste à notre rencontre, même quand il ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, il ne dira pas un mot, n'est-ce pas? Il a dit oui. Comme sa gueule de là. Puis si je me fais finalement l'avocat du diable, toujours dans notre bloc, sur le Bloc québécois, croyez-vous que le Bloc québécois dessert la cause indépendantiste en envoyant le message au final aux Québécois et aux Québécoises qu'il y a moyen de faire fonctionner le Canada? Ah, ça, j'ai entendu ça souvent. C'est pour ça que je vous la pose. Ouais. C'est récurrent. Non, ben, d'une part, faire que le Bloc ne soit pas là, ça serait nier la démocratie. On dirait vaut mieux pas avoir de voix, Mhm. ce qui est assez aberrant. D'autre part, le mouvement souverainiste s'est développé quand? Dans les années 60. Mhm. Quand c'était la Révolution tranquille. Quand les Québécois, les Québécoises se sont aperçus qu'on était capable de faire des choses par nous-mêmes, on a pris confiance. En prenant confiance, on s'est dit capable de faire des choses, peut-être qu'on peut en faire plus. De là, le slogan du RIN en 66, on est capable. Mhm. D'ailleurs, dans la vie privée, c'est comme ça aussi. Si vous demandez à quelqu'un qui vient de tomber malade gravement, qui relève d'un cancer, qui perd sa job, qui fait faillite, qui a un divorce, demandez-y donc s'il y a beaucoup de projets. Mhm. Non, c'est le désespoir. Ah oui. Alors que quelqu'un qui commence, toutes les choses vont bien, tu as un projet, oui, j'en ai, puis j'en ai plusieurs. Mhm. C'est comme ça dans la vie individuelle, c'est comme ça dans la vie commune, Collective, oui. collective. C'est pas dans les années 50, ça commençait, là. Puis le refus global, puis Mhm. les mouvements des années 50 d'opposition, puis les grèves se sont succédées d'asbestos à Murdochville en 57. Je me souviens de celle de 57. Mais c'est vraiment dans les années 60 que le mouvement souverainiste est apparu. La NRIN a été créée en 60-61 à peu près. Là. Mhm. Parce qu'on s'est aperçu qu'on était capable, comme disait Mhm. Bourgault. Mhm. Mais il fallait se rendre compte qu'on était capable. Sinon, on se rechignait, puis on baissait les chines, hein? On Mhm. courbait les chines. Ah, c'est la même chose. D'ailleurs, regardons le résultat du référendum de 80, le Bloc n'est pas là. Regardons le résultat de 95. Et ceux qui disent ça, c'est souvent des gens qui n'ont jamais trop fait de militantisme sérieux. On peut avoir beaucoup d'idées, parler beaucoup, mais travailler sur le terrain, c'est une autre affaire. Mhm. Mais je leur propose de travailler sur le terrain avec un député fédéraliste qui vient dire le contraire de vous partout, Mhm. ou un allié souverainiste qui travaille main dans la main partout dans le même territoire. C'est ça. Puis ça donne Tout a une accès. différence. C'est ça, d'avoir des députés indépendantistes, on le disait, ça donne accès justement à une représentation à Ottawa pour les ambassadeurs, Ben la scène oui. internationale, mais aussi des budgets que sinon les députés fédéralistes Ben oui. investiraient C'est différemment. toute une différence. Oui, Personne ne peut, en tout cas, ceux qui prétendaient que Lucien Bouchard va jouer un rôle important en 95, là, oui. mettons que ce pas les meilleurs analystes politiques. Ils n'ont pas trop été là. Ben, ça fait le tour pour le bloc sur Ouais. le bloc québécois. Si tu veux, tu peux enchaîner On sur va l'indépendance. passer au bloc sur l'indépendance. Je commencerai le bloc en vous demandant les principales raisons pour lesquelles vous appuyez le mouvement indépendantiste. Ben, pour moi, c'est l'indépendance d'un pays, c'est d'avoir tous les pouvoirs. Et si on veut tous les pouvoirs, c'est pour exister puis se développer en tant que collectivité. Pas meilleur ni inférieur à une autre nation ou à un autre peuple. Or, on ne les a pas. Et on voit ce qui se passe dans le reste du Canada, c'est l'assimilation, là, on ne doit pas se le cacher. C'est malheureusement ça. Toutes les luttes que mènent les Franco-Canadiens et les Acadiens sont exemplaires. Mais l'assimilation est là. C'est triste. Mhm. C'est triste, mais c'est ça. Et l'évêque avait proposé la réciprocité, rappelons-nous. Donner les mêmes pouvoirs aux Acadiens et aux Canadiens et Français qu'on donne aux Anglo-Québécois. Ils ont tous refusé les autres provinces. Mhm. Ça aurait été intéressant qu'ils fassent ça. Très intéressant. Alors,
s'il y avait un pays qui existait, on pourrait aussi, nous, jouer de notre pouvoir et dire, écoutez, là, sans enlever le droit aux Anglo-Québécois, on ne peut pas se renier nous-mêmes. Là. Ils ont bâti le Québec aussi. Donc, d'exister. D'exister, c'est pour ça qu'on veut l'indépendance. C'est pas une idée qui sort d'ici ou par hasard. C'est pas une vision intellectualiste. C'est une réalité bien, bien claire. Et il faut le faire parce que, surtout avec les moyens de communication qui se développent, les gens ont l'impression qu'ils sont citoyens du monde. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent ça, je suis citoyen du monde. Je sors donc ton passeport. À quelle place c'est marqué monde? Dans le centre, c'est marqué Canada. Moi. Pour exister dans le monde, ça nous prend... Ben, ça prend un port d'attache. Mhm. Ça prend un port d'attache. Mhm. Il y a quand même des personnes qui disent quand même que depuis plusieurs années, le Québec a obtenu quand même certains leviers pour affirmer un peu plus son autonomie à l'intérieur du Canada et que l'autonomie est quand même possible dans le Canada, notamment au niveau international, quand même des gens qui prétendent... Au niveau international, absolument pas. Absolument pas. Ouais, il y a des délégations là, qui jouent leur rôle socio-économique, un peu plus politique avec la France parce qu'il y a des relations privilégiées avec un consul général qui est pratiquement un ambassadeur, pas loin, sans l'être toutefois. Mais à l'UNESCO, on a un siège au sein de la délégation canadienne. Hein? C'est pas un véritable siège à l'UNESCO. Là. On est mis de côté. Tu sais, moi, j'avais dit en chambre, le Québec se tient debout à l'UNESCO. Tout le monde m'applaudit. J'ai dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas de siège. Si on faisait comme la Belgique, il y a la communauté wallonne, la communauté flamande, la communauté bruxelloise. Alors, si les trois ne s'entendent pas, la Belgique s'abstient lors de vote. Ça, il n'y a pas ça, c'est la délégation canadienne. Comptons-nous pas d'histoire. Ouais, non. Donc, on n'a pas ces pouvoirs-là. Il nous manque beaucoup de pouvoir au niveau de la taxation. Le pouvoir de dépenser d'Ottawa, c'est une décision de la Cour suprême. Il peut intervenir dans quelques secteurs que ce soit. Alors donc, c'est tout ça qui existe. Et on voit bien comment c'est partagé. L'immigration, ça relève d'Ottawa aussi. Donc, tous ces pouvoirs importants sont là. Donc, il n'y a pas eu plus qu'il ne faut. Certains gains, bien sûr, tant mieux. Mais ces gains-là sont insuffisants. Au niveau de... pour continuer un peu dans cette vague un peu de choses qu'on entend souvent au niveau de l'indépendance, il y a d'autres personnes qui disent également que l'indépendance sera un projet d'une autre génération, que c'est pas le projet de la génération, de notre génération par rapport à la génération précédente. Il y avait un article, je pense, là-dessus, qui disait que les jeunes boudaient par rapport à la précédente génération. Comment est-ce qu'on aborde aussi je pense qu'il y a un travail à faire avec les jeunes, là, sérieux. Parce qu'avant ça, c'était... les jeunes étaient à la base même du mouvement. Ils étaient vraiment mobilisés, oui. Donc, il y a sûrement des erreurs stratégiques qui ont été faites en cours de route de ne pas suffisamment mobiliser les jeunes, mais il faut le faire et mettre les réalités bien devant nous. Là. On voit, par exemple, hier, ça sortait, là, 95% des budgets en recherche vont à des recherches faites en anglais. Au Québec, là. Hein? Au Québec, là. Donc, on est défavorisé par ça. C'est bien évident. Alors, si tant est qu'il est vrai que les jeunes veulent exister, qu'ils sont fiers de leur identité, qui est une identité québécoise, avec la langue française, ce qui ne veut pas dire de ne pas parler anglais, c'est la langue internationale. Je n'ai rien contre ça. Moi, j'ai rien contre parler plusieurs langues. Il y a une langue commune qui doit être parlée dans l'espace public. Ça va de soi. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Or, pourquoi les jeunes d'ici seraient différents des jeunes d'ailleurs? En d'autres mots, les jeunes d'ici sont en train de dire, ceux qui disent ça, qu'ils ne sont pas suffisamment forts et capables d'exister, alors que les jeunes d'ailleurs sont capables. Alors, si les jeunes réclament leur statut d'infériorité, viens leur en face. Puis justement, si on veut avoir un impact dans le monde, il faudrait exister comme on le disait ça. tantôt.
Moi, je ne vois pas de jeunes Canadiens qui disent « Moi, je ne suis pas fier d'être Canadien ou Américain. » Mhm. Ils se tiennent debout. Mhm. Pourquoi? Est-ce que les jeunes sont... je ne pense pas que ce soit définitif. Mais si les jeunes qui disent cela, ils sont en train de dire qu'eux sont différents de tous les jeunes du monde qui ont une identité, puis eux ne veulent pas en avoir. Ou ça a beaucoup de conséquences. Tu sais, j'entends uniquement, et sur ça, les réseaux sociaux, il faut y faire attention. J'entends la langue parlée, là, c'est... je rencontre des gens qui quand on les écoute, leur langue n'est ni du français ni de l'anglais. Et ça existe en France aussi. J'ai un ancien chef de cabinet là, qui était délégué par la suite de la Caisse de dépôt en Chine, qui vient d'écrire un livre pour les Français, « Réveillez-vous, bordel ». C'est Alain Juppé qui a fait la fait préface. la préface. Parce que tu vois, en France, là, c'est plein de shopping, de ci, de... Et moi, je m'amuse, je retourne cet été, là, puis ils me disent, vous faisiez du walk-in? Je dis, oh, what you're telling me? The don't speak English. The have du fun. Pourquoi tu parles ces termes-là si t'es pas capable de parler? Tu sais, ça me dérange pas, moi. Si tu veux parler anglais, on va parler anglais, là. Mais réveille, bordel. C'est vrai qu'il y a un peu une gêne en France au niveau de parler anglais. Mais c'est un snobisme. Ouais, non. On utilise des... Je voyais cette semaine le Paris Match. Titre cette semaine, Macron punching ball. Ça existe, un punching ball. Mais le terme anglais, c'est punching bag. Ah oui, ils ont marqué punching ball. Punching ball. Punching ball. Oh, je don't understand. On parlait de l'adhésion aux jeunes, aux projets indépendantistes. C'est quoi les défis qui se présentent pour le mouvement indépendantiste afin de faire adhérer Mais moi, je pense qu'il il faut multiplier les rencontres avec les jeunes. Rencontrer les jeunes, leur parler, avoir ces vrais débats, les écouter. Il y a sûrement des choses à changer dans le projet souverainiste, des idées qui peuvent être apportées, mettre les choses au clair et sortir des slogans. Moi, je pense avoir de bonnes discussions, de bons échanges. Ça, c'est majeur. Être pour la souveraineté du Québec, c'est pas être contre les autres. Souvent, il y a cette idée-là. Mais quand je vois des gens dire « si vous êtes souverainiste », on entend ça, c'est qu'on nie les autres, non. C'est qu'on n'aime pas les Autochtones. Moi, je veux dire, je travaille énormément avec les Autochtones. Quand j'entends ça, c'est des gens qui sont même pas capables de me nommer les nations autochtones. Mais c'est un petit problème, là. Un petit problème de gargarisme, là. Pour soulever un autre enjeu, on parlait tout à l'heure des pôles, les différents pôles souverainistes, qu'il y a des gens qui se caractérisent d'un certain type de souverainisme, il y en a d'autres qui disent on est simplement souverainiste. Est-ce que pour mener à bien le projet indépendantiste, il faut qu'il y ait une cohésion entre ces différents pôles ou il peut juste y avoir les différents pôles sans... Moi, je pense que il y a le jeu électoral. Voyons qui gagne une élection, puis comme s'il y a un parti souverainiste qui gagne, puis il y en a un autre qui existe, la moindre des choses, c'est de s'unir pour réussir à gagner un référendum, me semble-t-il. Tant est que l'on est souverainiste. Mais on doit être souverainiste tout le temps, pas de temps en temps. Hein? Moi, là, des souverainistes qui n'en parlent pas parce que les gens à qui ils parlent ne le sont pas, ça ne marche pas, ça. Il faut être clair. Et quand on est clair, on est respecté. Moi, j'ai été souvent au Canada anglais. Je n'avais pas de problème à les rencontrer, à m'expliquer. À parler de souveraineté. Ben oui, c'est ça. Puis clairement, le faire clairement, je leur disais, I'm a bloke who turn block. Parce que ma mère s'appelait Rowley, mon grand-père était un British Home Child. J'ai pas de problème avec les anglophones, là. Mais les rumeurs qui existent sur le Québec, quand on parle de Québec bashing, ça existe, là. Il faut y faire face, puis expliquer. Je me souviens, dans la crise d'Oka, je parlais à Saskatoon. Et puis là, on me dit, au Québec, c'est épouvantable avec les Autochtones. Puis je dis, oh, vous avez raison. Puis là, c'était plein au micro. Là. Je regardais ça, là, puis au Québec, la population autochtone, à ce moment-là, c'était à 1% à peu près. Et puis, je dis, mais
7 de la population carcérale. Là, ça a crié dans la salle, puis c'est épouvantable. Ils avaient raison. J'ai regardé pour le Saskatchewan ce matin, c'est 12 de la population, mais 72 de la population carcérale. Ils ont tous été s'asseoir. Mhm. Là, je disais, no more questions? Okay. On va arrêter de faire semblant. Mhm. Est-ce qu'on doit corriger des choses avec les Autochtones? Oui, puis beaucoup. Oui. Quoi, par Mais exemple? venez pas nous faire la leçon, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait corriger au Québec? Je pense qu'on devait corriger. D'abord, signer des traités comme on a fait avec la baie James. Mhm. Heureusement, d'ailleurs, quand j'entends au Canada dire que les territoires non cédés, Mohawk à Montréal, ça, c'est pas vrai. Mhm. Mais c'est un territoire non cédé par plusieurs nations autochtones. Parce qu'il y avait d'autres mondes qui vivaient ici, pas nécessairement Mohawk. Mhm. C'était selon les décennies, là, selon Ouais. les siècles. Mais on a cédé moins qu'au Canada. Mais au Canada, là, ils ont cédé des territoires, 2-3 000 km² pour 2-3 miroirs. Mhm. Hein? C'est beau, ça. Mhm. Moi, j'aime autant avoir signé à Baie James. J'ai travaillé beaucoup avec les Ouija qui a un traité semblable en Colombie-Britannique, m'ont donné un plume d'oie, ce qui est le plus grand honneur qu'ils peuvent accorder. Et donc, il faut travailler à signer des traités. Il faut reconnaître leurs droits. Il faut reconnaître l'autodétermination. Donner des moyens que leur langue se développe. Leurs soins de santé. L'éducation des jeunes, puis toute la question des DPJ, les équiper, puis avec progrès, puis ils sont capables de dire on n'est pas prêt tout de suite, on va avancer. Regardez les cris maintenant. Là. Les cris ont une compagnie d'aviation, se sont développés, ont le même salaire moyen que le salaire moyen dans l'ensemble du Québec, parce qu'ils ont pris en main leurs ressources naturelles et la paix des braves. Mhm. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Quand vous allez à Issipit, je ne sais pas si vous connaissez, les Escoumins, c'est Issipit. Mhm. C'est le nom de... Et moi, j'ai passé 3 jours avec les chefs là-bas. Et ils m'ont dit, nous, on n'a pas été étudiants en sociologie, Gilles, on a été étudiants au HEC. Mhm. Et puis, le conseil de ville de Tadoussac m'avait appelé. Il me disait, M. Duceppe, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a 0 chômage sur le territoire de Spit. Je sais quoi le problème? S'ils ont du BS, vous n'êtes pas contents. Ils n'ont pas de chômage, vous n'êtes pas contents. Mhm. Il dit, là, ils nous proposent un joint venture, excusez le terme latin, là, pour l'excursion aux baleines. Ils ont acheté tous les centres d'achat, tous les toteries, tous les restaurants. Je dis, ben oui. On va leur refuser. Refusez-le. Grande Bergeronne l'a fait avec eux autres. Ils font de l'argent. Mhm. Ben, c'est correct, ça. Mhm. Prenons l'exemple de gens comme à Issipit. Travaillons sur ça. Constant à Washish, les Atikamekw, c'est un jeune chef qui a fait le droit à l'Université d'Ottawa. Il faut s'inspirer de... Pierre-Paul Ottawa, qui était chef à la Manoine, était vice-président du Bloc québécois dans Joliette quand Pierre Paquette était là. Mhm. Ce qui m'avait fait dire, pour une fois qu'Ottawa a pris le Bloc. C'était... il faut, je pense, travailler en concertation. D'égal à leur égal. donner les moyens d'avoir une autodétermination. Puis j'avais écrit un texte dans le Devoir à un moment donné pour qu'on ait l'ultra-territorialité. C'est-à-dire à quoi ça se tenait, par exemple, c'est New York, Ontario, Québec, mais qu'on reconnaisse qu'il y a un seul territoire, Mohawk, où ils peuvent décider de l'ensemble de leur code civil. Criminel, c'est autre chose, parce que ça devient compliqué. On peut s'entendre là, que sur les façons d'appliquer les peines, cependant, ils ont une façon différente d'appliquer les peines. Mais la santé, l'éducation, ainsi de suite, que ça soit sur le territoire de New York, de l'Ontario ou du Québec, s'entendre, il y a déjà des pas qui ont été faits dans cette direction, mais il faut les développer plus. Donc, beaucoup à faire. Ce qui est fondamentalement important, c'est le dialogue. C'est d'avoir une concertation avec autant les Premières Nations que entre les forces indépendantistes. Ben oui, puis je pense, moi, le respect en premier lieu et dire, surtout avec la Charte des droits des peuples autochtones aux Nations unies, bon, la question de la partition, on oublie. Là, et les Premières Nations le savent, je les ai rencontrés sur ça. Moi, il n'y a pas un parti à Ottawa qui voulait appuyer la Charte des droits des peuples autochtones. J'ai lutté pour que ça passe finalement, mais la reconnaissance de l'application, ce n'est pas encore véritablement fait. Mais c'est tout au moins été voté. Mais je vais dire aux gens des Premières Nations,
regardez cet article-là, là, c'est ça que ça veut dire. Là. Mhm. Il est obligé de dire oui, là. C'est à ça. Là. Mhm. Bon, soyons respectueux, mais rigoureux. Mhm. On le voit. Oui, tu peux y aller. Je pourrais terminer avec une dernière question au niveau du blog sur l'indépendance. On voit depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'enjeux qui mobilisent énormément les jeunes, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas notamment dans les 18-35 ans. Bref, il y a pas mal d'enjeux dont on parle actuellement. Comment est-ce que vous percevez l'indépendantisme autant au sein du Bloc qu'au sein du Québec en général dans l'avenir? Comment vous le percevez? Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur des questions fondamentales. D'abord, la démocratie partout dans le monde, ce qui est loin d'être le cas. Là. On ne le cachera pas. On a parlé des Ouïghours tantôt. Alexis défend cette cause-là, mais c'est une minorité qui vit en démocratie encore sur l'ensemble de la population mondiale. C'est ça la triste réalité. Il faut qu'il y ait travailler également sur tous les paradis fiscaux, parce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches en cachant leur argent. Ça, c'est inadmissible. Bon, l'environnement. Et le Bloc, on avait travaillé beaucoup sur ça. On avait fait un document, c'est Bernard Bica qui était là à ce moment-là. Maintenant, Monique Posé fait un excellent travail au Bloc actuellement. Mais l'autoroute bleue, le fleuve Saint-Laurent, où on disait, bon, ben, si on veut arrêter de maganer les berges, faisons un port en eau profonde à Gaspé. Ça existait avant la Confédération. Nouvelle-Écosse est rentrée à condition qu'on mette fin au port de Gaspé pour avoir celui d'Halifax. Hein. Ah oui. Remettons-le à Gaspé et à cette île, puis prenons des caboteurs qui descendront jusqu'à Montréal pour ne pas maganer les berges. Puis éviter le camionnage, là. C'est ce qui... Ouais. Donc, les caboteurs pourraient descendre et desservir toutes les régions tout le long, là. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. On a des moyens extraordinaires. On devrait les utiliser à fond. Ayons confiance en nos moyens, puis assumons-nous, puis allons de l'avant, finalement. Ben, c'est ça. Exactement. On passerait, si vous le voulez bien, à notre formule de questions rapides en rafale. C'est une formule de questions ça ou ça, donc on vous donne 2 choix, puis on vous demande de choisir sans nécessairement donner des explications. Est-ce que ça vous va? Oui, moi, ça y est. Si je vous dis lève tôt ou couche tard? Ça dépend des périodes. Canadien de Montréal ou Nordique de Québec? J'étais Canadien de Montréal. Mais quand il perdait, j'appuyais Nordique par la suite. Comme tout bon Québécois. Gatineau ou Ottawa? Gatineau. Gauche ou droite? Au centre. Au centre. Plus à gauche, un peu. Centre-gauche. Centre-gauche. Parti libéral du Canada ou Parti conservateur du Canada? Ni un ni l'autre. Stephen Harper ou Jack Layton? Comme j'avais dit à Jack, pour aller en party ou au gymnase, c'était avec Jack. Pour négocier, c'était avec Harper. Politique ou syndicalisme? Les deux. Les deux. Mais la politique, plus intéressante encore. Ça touche plus de dimensions. Puis finalement, la dernière, Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec-province avec un gouvernement de gauche à Ottawa? En Québec souverain avec un gouvernement de droite, puis on s'attellera à le changer. Exactement. Voilà, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup de votre participation à notre épisode. Ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je remercie encore une fois Alexis Brunel-Duceppe, votre fils. Merci tantôt. Je sais qu'il est sur le chemin, il monte actuellement. Il retourne au lac. Il retourne à Ottawa vers 18h, donc il n'est sûrement pas arrivé à Alma. Là, il est là. Non. Donc, on le remercie encore pour tout son travail. On vous invite à aller le suivre, évidemment, que vous soyez partout au Québec, mais surtout au Lac-Saint-Jean. Puis, en terminant aussi, je vous donne un petit cadeau. C'est pas grand-chose, mais ça vient de notre autre commanditaire. Ça vient de la boutique 50% plus 1, donc qui est une boutique séparatiste, une boutique indépendantiste qui fait la promotion de l'indépendance. Donc, on vous donne un petit chandail à l'effigie de la pièce à l'évêque. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, si les gens à la maison veulent retrouver ce produit ou d'autres, vous pouvez aller sur la boutique 50% plus 1 avec le code promo Génération Oui, vous allez obtenir 10% de rabais. Alors voilà, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous, commentez, partagez, ça va vraiment nous aider. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.